Sabil Goussoub, bonjour. Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier, bonjour. On est ravis de vous avoir. J'ai un lien particulier avec les éditions de l'Antilope, je ne le cache pas, que j'apprécie depuis fort longtemps. Euh, on va peut-être commencer par les deux éditeurs et particulièrement peut-être Anne-Sophie qui en a souvent reçu Gilles avec un immense plaisir et qui nous a fait preuve d'une grande générosité. Euh, Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, bien sûr, mais surtout présenter également Sabine et votre rapport à cet auteur? Ouh là là, quelle question. Très Voilà. bon sujet. D'abord, merci, merci Anthony, merci, bonsoir à tous. Alors, si je n'apparais pas souvent, c'est parce que je ne suis pas une adepte de la vidéo. Enfin, je n'aime pas beaucoup m'exposer, vous l'aurez bien tous compris. Voilà, donc c'est pour ça que je ne vais pas tenir la parole longtemps. Les éditions d'Antilope, je ne les présente plus parce que je crois que Gilles l'avait fait la dernière fois. En revanche, Sabine, bonsoir Sabine. Sabine, donc, qui est l'auteur de Beyrouth, entre parenthèses. Sabine, on est drôlement fiers d'avoir Sabine dans notre catalogue, entre guillemets, à l'Antilope, en tout cas d'accueillir Sabine dans notre catalogue. Sabine était l'auteur du Nez juif, qui déjà nous avait fait immédiatement sourire dès qu'on avait reçu le manuscrit, et qui racontait les déboires d'un franco-libanais, c'est-à-dire d'un arabe qui a un nez juif. Et il le faisait avec beaucoup d'humour. Donc évidemment, quand il a écrit son deuxième manuscrit, donc Beyrouth entre parenthèses, eh bien on a eu envie évidemment de le lire rapidement aussi. Sabine, je ne me trompe pas si je dis que le deuxième manuscrit que tu nous as transmis n'avait plus l'humour qu'avait le Nez juif, et que donc Sabine en est convenu et a accepté, mais alors avec beaucoup de bonne volonté, même s'il y avait la révolution du 17 octobre à Beyrouth, au Liban, même si c'était une période difficile, il est revenu de là et a accepté en effet de reprendre son manuscrit avec ce côté beaucoup, enfin son identité d'écriture à lui qui est quand même pleine de second degré et de moments très drôles pour dire des choses graves. Voilà, Sabine, je te laisse maintenant la parole ou Anthony. Non, Sabine, bien sûr, Sabine. C'est le moment de se présenter. Ah, c'est très compliqué ça. Comment me présenter? Bah, elle a très bien présenté la chose sur les livres. Qu'est-ce qu'il faut raconter une histoire? Bah, je vais raconter l'histoire de ce livre. Alors, ce livre, en fait, il y a eu beaucoup de versions, effectivement. Comme elle racontait, le 17 octobre 2019 au Liban, il y a eu une révolution, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution du 17 octobre. Et donc, j'étais à Paris et je suis parti au Liban écrire sur cette révolution un court récit pour un journal libanais. Et quand je suis rentré, on devait sortir le livre 2, 3 mois plus tard. C'était une ancienne version. Et finalement, on s'était beaucoup pris la tête parce que j'avais très peur de sortir le livre à ce moment-là. Parce que c'est un voyage en Israël, parce qu'au Liban, forcément, c'est interdit. J'avais peur des représailles, on va dire d'une certaine façon. Et donc, on avait finalement repoussé la sortie à août dernier. Avec le temps, en fait, j'avais réalisé que finalement, ce voyage que je racontais, il m'était aujourd'hui possible de le raconter parce que la révolution, d'une certaine manière, a libéré une parole au Liban et que ce bouquin fait partie de cette parole libérée. Voilà, c'est un positionnement comme un autre sur les questions qui entourent le pays. Mais voilà, c'est un point de vue, disons, que j'ai plus honte de cacher et que j'ai pas peur de cacher aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous lie aux éditions de l'Antilope? C'est un choix plutôt surprenant, on pourrait le penser. Pourquoi les avoir choisis? Je ne sais pas si ce sont eux qui vous ont choisi ou pas, mais si c'est vous, pourquoi ce choix? Ouais, ce qui nous lie, c'est la littérature et c'est ce qui est le plus important, je pense, qui est au-delà de toutes nos identités à nous. Après, le choix c'est très simple, c'est l'histoire sur mon premier bouquin. Je devais le publier d'abord en France, enfin avec un éditeur en France avec qui c'était pas vraiment fait. Puis ensuite, je vivais au Liban à cette époque-là et je travaillais sur un livre photo avec une maison d'édition libanaise qui publiait des livres en français. Et je leur avais fait lire mon manuscrit, le premier du Nez juif. Ça leur avait plu, sauf qu'ils m'avaient dit, c'était quoi déjà? Si on publie ton livre, ils vont nous exploser notre bureau. Et c'était une période où voilà, j'avais vécu plusieurs années au Liban et que j'en avais vraiment, vraiment marre. J'avais lu le premier roman que les éditions de l'Antilope avaient sorti, Comme Dosseur de Rachel Chalita. Je ne sais pas si certains me connaissent, j'avais beaucoup aimé.
Et je crois qu'au fond de moi, il y avait un côté provocateur qui me disait ça va être très drôle. Enfin, j'avais envie d'envoyer à une maison de littérature juive et israélienne ce bouquin. Et puis finalement, je l'ai envoyé par mail parce que j'étais au Liban. On pouvait l'envoyer par mail à l'Antilope. Et quelques jours plus tard, ils m'ont appelé. Et ça s'est fait dans les semaines après. Je suis venu à Paris et on a signé notre premier contrat. Ce qui est, j'imagine, une belle preuve d'amour et de réconciliation entre plusieurs peuples. On fait partie du même peuple, on est tous français, c'est ce qui nous aide, je crois, à discuter ensemble et à pouvoir publier, pour eux publier les livres qu'ils publient et moi écrire les livres que j'écris. Est-ce qu'on peut peut-être parler, Sabine, de votre parcours professionnel? Vous êtes un photographe, un artiste. Quel est votre univers dans ce domaine-là? Dans le domaine de la photographie, Ouais. voilà, mais ça, là, je ne saurais ni comment. Déjà, c'est des questions qu'on ne Bon. m'a jamais posées, donc vous êtes très fort. Et donc, je n'ai pas de réponse préparée. J'ai commencé par la photo. Enfin, disons que je voulais faire d'abord du cinéma. Et j'ai commencé par faire de la photo quand je suis allé au Liban. Enfin, je suis né, j'ai grandi à Paris. Je suis parti vivre au Liban vers l'âge de 19 ans, quelque chose comme ça. Et ce que je voulais faire, c'était du cinéma et la photo, et c'était un début pour raconter des histoires. Donc, c'est ma façon au début que j'ai utilisé. Enfin, c'est le moyen artistique que j'utilisais au début pour raconter les choses que je voulais raconter ou dire les idées que j'avais envie de dire. Donc, ça a été un moyen que j'ai utilisé pendant 7 à 8 ans. Moi, que j'estime, je ne pense pas avoir réussi à faire les photos que je voulais faire. Je n'ai pas réussi à exprimer avec les premières photos, les expositions, etc., que j'ai fait, ce que je voulais raconter. Et en fait, l'écrit est venu pallier un peu mon manque que j'avais en photo. C'est-à-dire que dès que j'avais une photo, j'avais besoin de l'expliquer. Et finalement, en écrivant, j'ai plus eu besoin d'expliquer quoi que ce soit. Voilà, en écrivant, je racontais ce que j'avais vraiment envie de raconter. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse toujours aujourd'hui, c'est comment mêler photo et écrit ensemble. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que des photographes savent très bien faire parfois dans des vidéos où ils vont faire des montages de photos et raconter un récit qu'ils vont écrire autour. Je pense même à Chris Marker, qui est une référence en la matière. Moi, pour l'instant, ce n'est pas un truc que j'ai fait. Là, j'ai mis des photos dans notre deuxième livre, une série que j'avais fait au tout début, enfin une série complète que j'ai fait au tout début. Ça devait être même ma première série que j'avais faite dans ma vie. Une série où j'ai voilé, enfin, je dis que j'ai voilé toute ma famille dans la série d'un kéfier. C'est un mensonge, hein, j'ai pas voilé que ma famille, il y avait des amis et d'autres personnes. Mais disons que la photo, c'est quelque chose que je ne vais pas lâcher, sur lequel je vais revenir sûrement bientôt. Oui, exactement, c'est Alors, cette série-là. Ouais. j'arrive pas à la montrer réellement. Non, Mais mais Voilà, il y a Eva, Eva qui Eva la l'a montre. fait. Ouais. Eva la montre. Super. Voilà. Génial. Donc oui, voilà, justement, cette série de photos, dans quel cadre est-elle intervenue et surtout, qu'est-ce que ça dénonce? Qu'est-ce que ça expose, entre guillemets, au grand jour? Euh, c'était, Je l'ai faite pour exprimer deux étouffements à l'époque. Bon, je dis à l'époque, ils existent encore aujourd'hui chez moi. C'était l'étouffement premièrement familial et le deuxième, c'était un étouffement politique. L'étouffement politique, c'était un étouffement, on va dire, je viens d'une famille assez politisée dont une partie a défendu la Palestine pendant la guerre du Liban et les Palestiniens. Et disons qu'il y avait une sorte de chape de plomb sur la Palestine, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler de la Palestine, on était obligé de défendre la Palestine. C'est-à-dire que la question juive, la question israélienne, c'est des questions que je ne pouvais pas aborder à table, à la maison, et que si je les abordais, il fallait que ça aille dans le sens des gens qui pensaient pro-palestiniens à leur façon, et qui aujourd'hui sont des gens, pour ceux qui connaissent le Liban, qui sont très pro-Hezbollah, le mouvement extrémiste chiite. Et donc, si on n'était pas dans cette case-là, on était directement rejeté ou insulté, bon, voilà, peu importe. Et l'étouffement familial, c'était... ça, c'est quelque chose qui est dans beaucoup de familles et pas que au Liban. C'est aussi très oriental aujourd'hui. C'est qu'on est prêt à tout pour maintenir la famille soudée. Et on est prêt à tout, c'est-à-dire à mentir, mais à outrance, à pas être qui on est. Je pense à des amis pour moi qui sont homosexuels, enfin tout simplement ma belle-sœur qui ne peut pas vivre son homosexualité devant son père, et parce qu'il ne faut pas briser la famille, parce que la famille nous a aidés ou pendant la guerre ou après. Donc voilà, c'était deux étouffements que je sentais très fort chez moi. Et j'ai essayé de les exprimer à travers cette série photo. J'estime qu'à travers la série, je n'ai pas vraiment réussi. Qu'à travers mes écrits, Le Nez Juif et Beyrouth entre parenthèses, j'ai réussi. Peut-être la manière où j'ai le plus réussi, c'est finalement en jonglant entre cette série photo et le texte de Beyrouth entre parenthèses. Peut-être là, j'ai réussi à mieux exprimer cet étouffement, en tout cas, que je ressentais.
Dans ce livre, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, c'est fait subtilement, à chaque fois très subtilement, en fait. Vous dénoncez beaucoup de choses. Vous êtes à la fois drôle et touchant, voire tendu. L'ambiance est parfois très tendue. Euh, pourquoi un livre, tout simplement, pas simplement sur le Liban? Et pourquoi avoir voulu mixer, mêler autant de choses à l'intérieur du livre? Est-ce qu'on peut déjà peut-être faire le pitch du livre? Parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, on va peut-être pouvoir le faire, même s'il est très difficile au final, parce qu'il y a beaucoup de choses en sous-marin, beaucoup de choses en filigrane qui viennent ajuster à chaque fois ce que vous dites. Alors pour le pitch, peut-être je peux embêter Anne-Sophie ou Gilles, non? Parce que vous pitchez bien en général. Oh, euh. Bah, non, mais si tu veux, je le fais, hein, si tu veux pas. Ou alors, je veux bien commencer, mais après, c'est Et je quoi? continue, je Oui, continue. d'accord, d'accord. En fait, l'idée première de Sabine, si je ne me trompe pas, c'était surtout de raconter le passage d'un Arabe qui entre en Israël et donc le passage par l'aéroport de Ben Gurion. Sauf que Sabine commence toujours, et là il a raison, par dire un Libanais qui veut aller en Israël, c'est aller chez l'ennemi, donc pour le Liban, c'est parfaitement interdit. Il risque jusqu'à sa vie, enfin jusqu'à sa vie, en tout cas, aller en prison ou la prochaine fois qu'il va au Liban. Donc, l'idée du roman, c'est vraiment comme un fantasme, quoi. Enfin, sauf qu'après, la réalité, le fantasme, c'est faire aller un Libanais en Israël et passer par Ben Gurion et l'interrogatoire à l'aéroport. Et ce passage par l'aéroport, par cet interrogatoire qui dure des heures, permet à Sabine, à l'auteur, d'exprimer énormément de choses sur ce que c'est l'identité, ce que c'est que enfin, là où l'amènent les questions, c'est-à-dire eh bien, toutes les questions intérieures que réveille l'interrogatoire avec des questions pragmatiques et idiotes que tous les passagers, en tout cas que beaucoup de passagers, pas seulement libanais ou arabes, subissent. Voilà, Sabine, c'est à toi là maintenant de prendre le relais. Merci. Et oui, donc c'est clair, oui, alors au-delà de l'histoire d'un Arabe, c'est l'histoire d'un Libanais qui va en Israël, c'est-à-dire deux pays qui sont frontaliers, qui n'ont connu que une guerre entre eux, c'est-à-dire qu'on est toujours en guerre depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en état de guerre, il y a eu des moments d'accalmie ou pas, mais voilà, c'est deux pays en guerre. Et effectivement, comme disait Anne-Sophie, c'est puni par la loi, il y a plusieurs histoires de Libanais réalisateurs qui ont tourné là-bas, qui ont eu de nombreux problèmes quand ils sont arrivés au Liban. La question de pourquoi écrire, mêler ces deux sujets, c'est vachement intéressant parce que je crois que je n'arrive pas encore à écrire frontalement sur le Liban. J'ai besoin toujours aussi parce que j'ai déjà lu beaucoup de choses qui ont écrit, beaucoup de romans qui ont été écrits de manière très frontale sur le Liban. Et finalement, le point de vue que j'avais jamais lu sur le Liban, c'était le point de vue finalement d'un Libanais qui va en Israël, ce pays ennemi, et qui regarde le Liban de là-bas et qui revit son Liban de là-bas. C'était un point de vue que j'ai vu ni dans un film, que j'ai pas vu dans des séries photos, que j'ai pas lu dans un livre, et finalement, ça m'intéressait justement de le raconter. Qui plus est que j'ai fait ce voyage une fois, ce fameux voyage interdit, où j'ai caché à ma famille que j'y allais, enfin j'ai menti à tout le monde, et j'y suis allé pendant une semaine, et j'ai connu un interrogatoire. Celui-là est fort, on va dire qu'il est inspiré de celui que j'ai vécu. Il y a beaucoup de questions surréalistes qui sont dans le livre, qui m'ont été posées et qui ont forcément m'ont inspiré après ce livre, parce que sur le coup, effectivement, tu le vis avec, quand tu vis l'interrogatoire, tu le vis avec beaucoup de, c'est un peu rude, on va dire. Et une fois que tu sors du pays d'Israël et que tu rentres en France et que tu retournes au Liban, etc., tu prends un peu le recul sur les questions, sur l'interrogatoire, et en fait, finalement, c'est plutôt drôle. Enfin, pour moi, cet interrogatoire, il peut être un peu tendu, mais pour moi, c'est une vaste blague. Les questions qu'ils nous posent, les scènes vécues, c'est surréaliste. Enfin, ça me semble surréaliste. Et à mon sens, le roman a deux points culminants, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a l'interrogatoire, mais ensuite, on a une seconde partie, même si elle n'est pas signifiée clairement, mais qui est beaucoup plus sur la résilience, véritablement sur Israël et la Palestine, sur le conflit israélo-palestinien. On est davantage sur ça dans la deuxième partie. Ça a été un choix plutôt fort, je trouve, d'avoir géré ça comme ça. Euh, Alors au début, c'était qu'un interrogatoire, le livre, et finalement, je ne sais pas comment est venue cette partie, mais
Mais disons que le livre, quand je l'ai écrit, il y avait deux questions que je me posais en tête. La première, c'était, je suis né, j'ai grandi à Paris, j'ai beaucoup d'amis juifs qui partaient en Israël en vacances en été, par exemple. J'ai plein de copains français qui partent en voyage là-bas. Et j'ai jamais réussi à exprimer en vrai pourquoi moi, franco-libanais, pourtant aussi né à Paris, qui a grandi là, voyager en Israël, ça me semblait être un truc complètement dingue. Donc, à travers ce livre, finalement, je m'adressais aussi aux Français et d'une certaine façon aussi, je m'adressais aux Libanais parce que pour le coup, quand je suis allé là-bas, mes copains libanais n'y sont jamais allés pour 90% et même un Libanais du Liban n'imagine même pas un instant voyager là-bas. Et j'avais envie de raconter ce que c'est et ce que j'ai ressenti d'une certaine façon aussi quand j'y étais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un Libanais ressent quand il est en Israël, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent. Et ce qui est drôle, c'est que dans un autre entretien que j'ai passé dans une synagogue d'ailleurs, enfin une synagogue qui reconvertit un centre culturel à Paris, euh, une femme m'a posé, une femme qui connaît bien Israël, qui est juive, je ne sais pas si elle est aussi israélienne, mais elle m'a dit que justement l'Israël que je racontais n'était pas du tout l'Israël qu'elle connaissait, que mon Israël ne parlait qu'arabe, qu'il n'y avait que des Arabes dans les rues et qu'on avait l'impression que c'était vraiment un autre pays. Et finalement, j'étais assez content d'avoir montré aussi un autre Israël à travers le regard de ce personnage, de montrer encore un autre visage de ce pays avec cette histoire-là. Eva? Bonsoir à tous, bonsoir Sabine, bonsoir Gilles, bonsoir Anne-Sophie. Je suis vraiment super contente d'être là parce que j'adore la maison d'édition L'Antilope. Et Sabine, j'avais lu une première fois votre livre, je l'ai relu hier soir justement pour l'émission et j'ai encore plus aimé en fait la deuxième fois. Donc vraiment, je suis super contente et en plus d'enchaîner la lecture et puis le live ce soir. J'avais plusieurs questions. En fait, c'est via votre livre que j'ai su que les Libanais, en fait, et c'est aussi valable pour les binationaux, n'ont pas le droit en fait de se rendre en Israël, que c'est puni par la loi. Enfin, on ne peut pas s'y rendre, on ne peut pas faire de commerce, d'après ce que j'ai lu dans l'article. On n'a même pas le droit de discuter techniquement avec un Israélien. Et justement, je me disais, enfin voilà, vous qui avez fait cette démarche d'aller en Israël, est-ce que au moment où vous avez entrepris ce voyage, vous vous êtes dit, peut-être que ça va avoir des répercussions. En fait, je pourrais pas aller dans mon pays d'origine, je pourrais plus y retourner, enfin voir de la famille, des amis. Enfin, est-ce que vous vous êtes dit, il va y avoir un risque qui va peser sur moi et ok, je le prends? Oui, mes éditeurs peuvent vous confirmer ce risque, ils en ont entendu parler. Oui. Alors, ce voyage, je crois que j'ai voulu le faire 3 fois avant d'y aller. 3 fois, j'ai annulé mes billets à 2-3 jours près parce que j'avais trop peur d'y aller. Et en fait, oui, c'est une question. C'est une question que j'ai pas arrêté de me poser. En fait, pour moi, si c'était pas, à un moment, j'ai senti que c'était obligatoire dans ma démarche artistique et même en termes d'humain d'y aller, d'aller voir ce que c'était, de me confronter à ça. Pour forcément, quand j'y suis allé, je me le disais peut-être pas à l'époque, mais je savais que j'allais le raconter. C'est-à-dire que c'était comme une évidence dans mon parcours et de Libanais et de Français et d'artistes qu'il fallait que j'aille là-bas et que je raconte ce pays-là. J'ai eu la chance par je ne sais quel miracle d'avoir été sensible à la question juive dans ma vie. Et en étant libanais, c'est assez fou parce qu'on se rend compte de l'autre côté. Et finalement, pour aller au bout de cette question-là, Israël, c'est comme une évidence. C'est-à-dire, si j'avais envie de comprendre jusqu'au bout et ressentir la question juive, il fallait que j'aille là-bas. Et donc, je l'ai fait. Après la peur, ouais, j'ai eu peur, mais j'ai encore peur aujourd'hui. Là, maintenant que j'ai sorti le livre, je fais le malin, mais j'avoue qu'aller au Liban, ça me fait très, très peur. Là, je dois y aller dans les semaines qui viennent et j'avoue que ça me fait assez flipper. Alors maintenant, avec tout ce qui se passe au Liban en ce moment, je sens que je vais peut-être passer tranquille parce qu'ils ont autre chose à faire. Je pense que de m'arrêter, ça me semblerait un peu absurde qu'ils m'arrêtent maintenant. Mais bon, ils sont plus à une absurdité près. C'est public en plus. Enfin, vous avez sorti un livre. N'importe qui peut effectivement le lire, connaître le sujet. Vous parliez de votre famille tout à l'heure, à qui vous l'aviez caché, mais maintenant ils le savent aussi. Et comment ils ont réagi? Enfin... Bon, alors mes parents, maintenant, ils le savent. Alors, mes parents, ma mère n'y croit toujours pas. Il y a 2 semaines, elle est venue me voir et elle m'a regardé. Elle savait même que j'y suis allé 2 fois, parce que je suis retourné une 2e fois à Noël pendant qu'elle prenait un avion pour Beyrouth et moi, j'allais à Tel Aviv. Donc, elle sait vraiment que j'y suis allé. Et pourtant, il y a 2 semaines, elle est venue me voir. Elle m'a dit, mais c'est une blague, de toute façon, ton voyage, non? Tu inventes tout. Enfin, c'est pas vrai. T'es pas allé là-bas quand même, c'est pas Votre possible. mère, je pense que vous êtes mythomane en fait. Ouais, ça doit tenir d'elle, je pense. Mais ouais.
Donc, ouais, non, sur les parents, ils savent. Sur une autre partie de la famille, on n'en parle pas. On fait comme si ça n'existait pas. Ils le savent, mais voilà, on n'en parle pas. Et sur le Liban, j'ai su à travers des amis journalistes qu'apparemment des gens préparaient quelque chose. Mais enfin, ça veut rien dire. Des gens préparaient quelque chose. Je ne sais pas si c'est une tribune ou des insultes que je vais recevoir en même temps. Enfin, voilà, je pense que d'ici 6 mois, je vais recevoir quelque chose. Et je ne sais plus après à quoi je dois répondre. En fait. Pardon. C'était ça, non? C'est ça la question? C'était ça, c'est effectivement de se dire, voilà, il y a potentiellement des répercussions, sur ce voyage pourrait avoir des répercussions pour vous, au niveau, Oui, au oui, niveau oui, oui. juridique, au niveau pénal, etc. Oui, parce que quand on est binational, en fait, quand on arrive au Liban, ils s'en foutent de notre passeport français, on est forcément libanais. Enfin, c'est la loi libanaise qui va qui régit, quoi. Ouais, parce qu'effectivement, dans l'article, c'est bien marqué, et les binationaux sont concernés car on ne les considère que libanais et Oui, pas voilà. leur autre nationalité. Et j'avais une autre question. Donc, vous racontez effectivement l'interrogatoire qui est un peu entre absurde et musclé, en fait. Est-ce que vous attendiez justement à ce qu'il y ait un interrogatoire à Ben Gourion, que vous puissiez avoir des difficultés en fait à rentrer dans le pays, ou finalement vous pensiez passer tranquillement et ça a été une surprise? Là, Notre acte vous parlez de moi quand interrogatoire. je suis allé. Quoi? Pardon? Oui, J'ai pas entendu. je disais qu'on notera que l'interrogatoire se finit sur une note plutôt douce. Je trouvais ça très poétique. Un peu complice, voilà, une note complice, on va dire. Oui, je finis l'interrogatoire en rentrant chez l'interrogatrice et en lui disant n'appelez surtout pas ma mère quand je découvre qu'en fait elle appelle tous les numéros de téléphone que je lui ai donnés parce que je me disais que ma mère allait faire une crise cardiaque si elle recevait un coup de fil de l'aéroport Ben Gourion. Sur l'interrogatoire, je m'attendais, oui, je vais pas mentir, oui, je m'attendais. Enfin, je suis libanais, je vais en Israël, je sais qu'il va m'arriver il va m'arriver des choses. Après, je m'attendais à tout et n'importe quoi. Moi, j'imaginais rien en tant que tel, mais on m'a tellement raconté de choses, et de la part d'amis israéliens, et de connaissances, et parce que j'ai lu des choses, et évidemment ce que ma famille et les Libanais me racontaient si un jour je vais là-bas. Je m'attendais à me faire découper en morceaux, je m'attendais à me faire emprisonner, je m'attendais à me faire renvoyer directement. On m'a aussi dit l'inverse, on m'a dit que comme j'étais chrétien, d'origine chrétienne libanaise, on allait m'accueillir qu'on allait me déballer le tapis rouge et j'allais rentrer comme un grand seigneur sans être interrogé. Vraiment, je suis arrivé là-bas, je ne savais rien. Moi, j'imaginais un peu que j'allais avoir quelques questions, mais je pensais que ça allait être pour le coup quelque chose de, un peu comme quand quand je suis allé aux États-Unis 2-3 fois, voilà, je me suis fait mettre de côté, on me demande pendant 1 heure d'où vient votre père, mais c'est très rapide, c'est pas surréaliste, disons que c'est un interrogatoire classique. C'est vrai que là-bas, ça prend des proportions. Je sais pas, je pense qu'ils font exprès, hein. Je pense qu'ils font exprès pour faire peur. Enfin, je pense qu'ils doivent avoir des techniques pour nous impressionner, des choses qui m'échappent moi complètement. Déstabilisé aussi. Et au Oui, retour, parce que moi, quand j'y suis allée, je suis rentrée vraiment tranquillou. Et en revanche, c'est pour sortir que j'ai eu droit à un interrogatoire qui était beaucoup plus cool et plus court que celui que vous avez eu, mais avec vraiment des questions hyper bizarres, quoi, hyper déstabilisantes, où finalement on se dit juste, bah voilà, tu réponds mécaniquement, tu te poses pas de questions et ça fait partie du jeu entre guillemets. Mais moi, c'était pour sortir du pays que je me suis dit, c'est pas possible, je vais rester bloquée en fait. Et pour ressortir, vous avez pas eu de soucis? Non, ils m'ont posé une question, ils m'ont demandé si je voulais apprendre l'hébreu. Et justement, sur l'interrogatoire, est-ce que vos réponses, qui sont hilarantes évidemment dans le livre, mais est-ce que vous avez osé les faire également en réalité? Alors, j'ai pas un souvenir exact de ce que je répondais, mais je crois que j'étais assez hilarant. Ouais. J'étais assez hilarant parce qu'en fait, je pense qu'il y avait 2 couches. Enfin, je sais que la moitié du temps, elle comprenait pas trop l'anglais, donc c'était un peu bizarre. Je répétais 50 fois les mêmes mots. Et oui, parce que, elle me demandait, genre, qu'est-ce que tu penses de la politique entre Israël et la Palestine? Elle m'a vraiment montré mes photos, la série que vous avez montrée sur le Kefia, ils me l'ont vraiment imprimé, ils me l'ont vraiment montré. Et je me retrouve à l'aéroport Ben Gourion à devoir parler de mes photos et de pourquoi je les ai faites. Oui, je pense que j'ai donné plein de réponses surréalistes. Et parfois, je mentais aussi. On fait ce qu'on peut hein, quand on est face à eux. De toute façon, j'avais rien à me reprocher. En fait, c'est surtout ça. C'est qu'à partir du moment où on n'a rien à se reprocher, on fait un peu ce qu'on veut quand même.
Il y a Soraya qui demande un exemple de questions qui sont dans le livre. Je suis en train de chercher. Mais on pourrait aussi faire un petit extrait aussi tout à l'heure, Sabine. Oui, Si oui, vous bien avez le sûr. livre sur vous, on fera un petit extrait lu. Je vais passer la parole à Anne-Sophie. Ben, Anne-Sophie, je peux lire justement à propos des photos que montrait Eva tout à l'heure, l'extrait de questions qui concerne les photos. Sur les photos, les personnes enquêfiées, ce sont des Palestiniens? Non, ma famille. Votre famille, ce sont des Palestiniens? Non, des Libanais. Pourquoi alors les avoir couverts d'un kéfier palestinien? Je ne sais pas quoi lui répondre. Ce projet, cette série, je ne l'aimais pas, je l'avais raté. Mais est-ce vraiment le moment d'en parler, de discuter de photographie, de remettre mon travail en question? Je regarde cette série posée devant moi, image après image, chacun des membres de ma famille. Je suis le seul à savoir qui est derrière chaque foulard. Voilà, après on peut continuer, mais les questions, voilà, c'était montrer les questions. très bien. Et donc la deuxième Anne-Sophie maintenant, qui a une question. Ah, Il y a pardon. deux Anne-Sophie. Il y a deux Anne-Sophie ce soir. Oui, bonsoir. En fait, alors j'ai lu le livre moi, en début de semaine et il m'a interpellée et notamment je me suis perdue en fait entre ce qui pouvait être du témoignage de la réalité et ce qui ressemblait à de la fiction mais qui était peut-être du coup de la vérité aussi. Et à un moment donné, vous dites, je ne sais plus qui je suis et un peu plus tard, je crois que c'est à la sortie de l'interrogatoire, vous dites, j'ai l'impression de naître une seconde fois. Et du coup, ça m'a interpellée. Est-ce que vous avez du coup fait une réelle introspection pendant toutes ces heures d'interrogatoire? Est-ce qu'à chaque fois qu'ils avaient le dos tourné, du coup, vous aviez vraiment le temps, avec le stress, de vous demander qui vous étiez et où vous étiez et pourquoi? Pendant le vrai interrogatoire, non, j'avais aucun recul sur rien du tout. Je répondais, comme je disais tout à l'heure, parfois, enfin, comme je pouvais, quoi, en gros. Non, cette introspection-là, c'est la part de roman. Enfin, disons que l'interrogatoire était. J'ai utilisé l'interrogatoire. C'était pas le premier bouquin. Enfin, c'était pas la première version du bouquin que j'avais écrit. La première version de ce livre, c'était une mère libanaise qui perd son fils en Israël, qui a été tué sous des missiles libanais. Un truc pas très drôle. Ce qui est également dans le livre à la fin. Exactement, voilà, et j'ai repris un petit bout de la fin, mais voilà, la première version, c'était vraiment ça. Et en fait, il y a eu la question de l'humour, justement, de ce que Anne-Sophie a appelé mon identité d'écriture, où j'avais perdu l'humour dans cette version-là, et pour retrouver l'humour, finalement, l'interrogatoire était la meilleure façon de le retrouver, et en même temps de faire passer des questions, on va dire, intimes, sérieuses, sur ce que c'est d'être libanais, sur ce que c'est la famille, enfin de plein de questions, ce que c'est d'être un artiste, mais de manière légère. Et ce travail-là, il a été fait après dans l'écriture. Et sur le réel, la fiction, etc., je ne sais pas en fait. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est quand on écrit, après, on croit qu'on a vécu ce qu'on a écrit. Enfin, il y a quelque chose de. On ne sait plus qui on est par rapport au personnage qu'on invente. Et puis finalement, une part de nous devient ce personnage-là parce que si demain je devrais raconter mon interrogatoire à quelqu'un, je pense que je raconterais ce que j'ai écrit dans le livre et pas vraiment ce que j'ai vécu. Donc les deux se mêlent et ça m'intéresse beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup cette idée j'aime beaucoup la fiction comme une idée pour vivre en fait. C'est-à-dire comment on réinvente directement ce qu'on vit. J'aime ça dans l'écriture, j'aime ça dans la photo, j'aime beaucoup les photographes du réel, ce que justement je n'étais pas. Mais les gens qui prennent ce qu'ils vivent vraiment au moment en photo, je trouve ça assez admirable et ils arrivent à retranscrire ce que c'était leur moment et finalement de vivre ce moment après à travers ce qu'ils ont pris artistiquement en photo. Et j'aime beaucoup ça aussi dans l'écriture. Notamment dans dans ce que j'ai dit, mais j'espère que c'était clair. Non, c'est très bien. Notamment dans la part autobiographique, vous avouez dans le livre, alors vous avouez façon de parler parce qu'on ne sait pas si c'est votre personnage ou vous, mais vouloir avoir voulu devenir rabbin. Oui, non, ça c'est une extrapolation. Moi, je ne vais jamais devenir rabbin, je ne crois pas du tout en Dieu, donc vraiment, sauf s'il y a beaucoup de rabbins qui ne croient pas en Dieu, ce que j'imagine, mais bon. Vous disiez être un rabbin libéral, je crois, de mémoire, pour une paix entre les deux peuples, évidemment, et pour le mariage homosexuel également. Oui, c'est entre une mi-provocation. Non, mais il y a quelque chose dans la spiritualité, il y a quelque chose que j'admire chez ces gens qui deviennent rabbins, qui deviennent prêtres. Enfin, il y a quelque chose qui me semble, pas que j'admire, que je trouve fou d'aller s'isoler dans cette vie-là. Enfin, il y a quelque chose qui est
surtout pour un écrivain qui vit aussi, qui aime bien l'idée de l'isolement. Il y a quelque chose de... On sent un parallèle fort, donc oui, je peux comprendre. Et en plus, pour le coup, les rabbins ont l'amour des mots, donc je l'ai aussi. Ils sont censés avoir l'amour des mots. Voilà. Sandra? Oui, bonsoir Sabine, Gilles et Anne-Sophie. Bonsoir Sandra. Merci d'être là, de nous recevoir. Je me posais la question par rapport à l'humour, Sabine, cette écriture de l'humour et de la dérision qui semble vous permettre de prendre du recul sur les choses. Est-ce que ça vous est inspiré par d'autres écrivains libanais, sachant que moi, je ne connais pas la littérature libanaise du tout, ou éventuellement des auteurs français? Voilà, est-ce que vous avez été inspiré par rapport à cet humour qui est né finalement de ce regard sur le monde? Alors, pas de la littérature libanaise, parce que la littérature libanaise, pour bien la connaître, est plutôt plombante. Donc, c'est pas là. Alors, c'est le théâtre libanais. Le théâtre libanais, surtout le théâtre libanais qui est sorti pendant la guerre civile de 75 à 90, était très, très drôle. Et c'était une manière, justement, en allant chercher dans l'absurde, etc., justement, c'était une manière, je pense, de vivre et de lutter dans cette guerre au Liban, de raconter autre chose autrement, de se moquer de soi. Peut-être mes inspirations sur ça seraient plus des réalisateurs pour le coup. Je dirais qu'il y a le réalisateur italien Nanni Moretti, il y a le réalisateur palestinien Elia Suleiman, il y a beaucoup Woody Allen aussi. Bon, je pourrais en citer. Il y a un Palestinien dont je parle dans le livre aussi, dont le nom là m'échappe. Mince. Bon, le nom m'échappe, mais voilà, j'aime beaucoup ces gens qui font des films, ce qu'on appelle les films d'auteur, on va dire, mais où en fait ils vont mêler politique, moquerie de soi, ils vont se moquer d'eux-mêmes et ça va leur permettre de se moquer du monde qui les entoure aussi. Et je pense qu'en tout cas, sur les 2 premiers livres que j'ai écrits, l'inspiration n'est pas directe, c'est-à-dire que je ne me mets pas devant mon ordi, je me dis je vais faire comme. Mais une fois que le livre est terminé et que je relis le livre, je me dis ah oui, quand même. C'est-à-dire que je vois plein de choses qui sont similaires, même la construction du livre, finalement, cette suite de séquences. C'est très inspiré de ces films-là, parce que quand on regarde un film de Nanni Moretti ou d'Elia Suleiman, c'est une suite de séquences, il n'y a pas du tout une narration linéaire, c'est des moments qui sont pris les uns à côté des autres, qui font film. Et là, c'est un peu pareil pour le livre. Peut-être plus pour le premier, moins pour le second, mais même le second a quand même cette construction-là. Et oui, alors pardon, je vais répondre à un autre truc d'Anne-Sophie tout à l'heure, pas l'éditrice. Quand vous avez cité, j'ai l'impression de naître une seconde fois, ça c'est quand le personnage arrive en Israël, et en fait c'est lié au moment, enfin, un moment que j'ai vécu et qui était merveilleux, c'est-à-dire qu'on arrive dans un pays où en fait plus personne ne sait où on est, et on devient ce qu'on veut. Ce qui est merveilleux dans la vie, on écrit pour faire ça, et là moi j'ai eu la chance de vivre pendant une semaine ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais en Israël, strictement personne ne savait que j'étais là-bas, sauf ma meilleure amie qui est le double de Rose dans le bouquin, qui m'a accueilli là-bas, et donc les gens que je rencontrais là-bas. Et c'est un sentiment merveilleux pendant une semaine de pouvoir vivre comme on veut, c'est presque... Alors, je racontais pas de bêtises, mais si j'avais m'inventer le passé que je voulais, j'aurais pu. Enfin, c'était presque une scène de film surréaliste d'un homme qui va disparaître et renaître dans un autre pays, une espèce de truc d'espionnage. Enfin, c'était un peu fou comme moment, oui. J'ai vraiment eu cette impression de devenir une seconde personne à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un parallèle, justement, vous êtes né 2 fois à ce moment-là et vous êtes mort 2 fois à travers votre mère en fin d'ouvrage. Est-ce qu'il y a une sorte de parallèle entre les deux, une sorte de cycle qui se termine avec ça, avec cette lettre, ce rêve plutôt? Ou c'était pas volontaire? Je l'avais jamais vu comme ça. Je l'avais jamais vu comme ça, et en fait c'est assez fort comme non, non, je l'avais pas vu comme ça, mais oui, ça peut être vu comme ça. Alors c'est pas fait exprès, mais finalement oui, oui, parce que c'est à la fin, au moment où on imagine que le personnage non, parce qu'en fait le personnage il repart pas. Non, non, je veux dire qu'il n'y avait pas de lien quand même. Non, il n'y avait pas de lien. Est-ce que, alors si on fait l'extrait sur cette lettre, cette lettre, elle est exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est une lettre ou un rêve. Je crois que c'est plutôt un rêve. Hein. C'est quelques mots notés sur une feuille, quoi. Oui, non, c'est plutôt quelques mots notés sur une feuille. Je ne sais pas si on va divulgacher entre guillemets l'intrigue, mais je ne pense pas si on lit ce passage. Non, il n'y a pas vraiment d'intrigue dans ce bouquin. Ouais, on est d'accord. Hein. C'est un Libanais qui va en Israël. Voilà. On est d'accord.
Est-ce que vous pouvez nous faire ce petit extrait-là, Il Sabine, fallait pas le sur cette dire, lettre? nous on l'a pas lu. Eh ben, Anne-Sophie, tu veux bien? Ah, moi, Alors, j'aimerais bien Sabine aussi, hein. Ah bon, bah oui, 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 mais tout à Les Anne-Sophie, fait. elle deux, lit les mieux que deux. moi. Non, non, Sabine, Sabine. Je le lis? Oui, oui, vas-y, vas-y. C'était page 129. Ouais. Mourir en Israël. Avant de voyager, je m'étais vu mourir en Israël, sous un missile libanais, dans la cage d'escalier d'un immeuble. J'avais même pris quelques notes. J'avais imaginé ma mère me perdre et écrire. Ils ont tué mon fils et je ne sais plus qui haïr. Je les hais tous, les juifs et les arabes et les juifs. Mon fils est mort et je ne peux pas voir où. Dans une cage d'escalier, m'ont-ils dit. Qui meurt dans une cage d'escalier? Comment est-ce même possible de mourir dans une cage d'escalier? Les Français vont rapatrier ton corps ou ce qu'il en reste. Ils vont le mettre dans un avion. Comment? Ils vont attacher la ceinture pendant le décollage et l'atterrissage, ou ton corps va se fracasser dans une boîte. Et si l'avion crache en plein vol, tu seras mort 2 fois? Tu voulais qu'on te jette dans la mer de mon village, au Liban, le seul lieu où tu te sentais toi. Tu me l'avais écrit par message une fois. Maman, il n'y a qu'ici que je me sens moi-même, face à cette mer, celle-là et pas une autre. Je t'emmène comment dans mon village, moi? T'es mort en Israël, sous des missiles libanais. Qui va accepter de te rapatrier au Liban? Qui? Ils diront que c'est bien fait pour toi. Pour eux, ils n'ont pas tué un homme, mais un traître. Ta seule présence là-bas excuse leur crime. Tu copinais avec l'ennemi et tu as eu ce que tu méritais. De toute façon, ton père n'accepte pas de t'incinérer. Il veut t'enterrer à Paris. Moi, je veux respecter ton souhait. Mais tu le connais quand il a une idée en tête. Il veut pouvoir passer te voir, te parler, te déposer des fleurs tous les dimanches. Il ne sait pas nager. Il apprendra, tu me diras. Passer du temps avec son fils, c'est une bonne raison de s'y mettre. C'est bête d'écrire ça, mais tu es parti trop tôt. Tu es parti avant moi et ça, c'est inacceptable. Mourir avant sa mère. On a beau l'écrire et le dire, cela ne change rien. On ne quitte pas ce monde avant ses parents. S'il y a bien une injustice, c'est celle-là. On aura beau ouvrir des syndicats, des ONG et des associations, des partis et des mouvements, écrire des livres, des articles et des poèmes, rien ne changera. Si un fils doit mourir avant sa mère, il mourra. Bravo, merci, merci Sabine. C'est mon passage préféré du livre, sans hésitation. Eva? Ouais, c'est encore moi. Dans le chat, en fait, on a parlé d'un passage qui est vraiment, j'ai trouvé en tout cas super beau dans le livre. C'est quand Sabine, vous regardez, vous voyez une vidéo, en fait, c'est dans une sorte d'installation d'un soldat d'origine qui est né au Liban, en fait, qui est parti après en Israël et qui revient en tant que soldat israélien au Liban. Une séquence de quelques minutes, effectivement, où à un moment donné, ça switch, on va dire, au niveau de la réaction. Et je voulais savoir, en fait, si c'était une vraie vidéo et est-ce qu'on pouvait y avoir accès? Parce que moi, j'ai trouvé que c'était un des passages les plus poignants du livre, ou peut-être que vous pouvez le lire d'ailleurs, et le contenu de la vidéo et votre réaction, et puis ce switch qui se fait juste avant la fin de cette vidéo, en fait. Alors, pour le coup, il est très long cet extrait. Je ne sais pas si vous voulez que je le lise vraiment en entier, mais alors, pour répondre à la première question, en fait, sur la page d'après, enfin la dernière page du bouquin, il y a au remerciement, en fait, c'est écrit à l'artiste Dorsleka Levy pour avoir réalisé l'installation Chômeur. Et en fait, c'est sur ce lien-là, et sur ce lien-là, vous pouvez trouver l'installation et la vidéo normalement que je cite en fait. Et la vidéo, oui, la vidéo, c'est très beau. En fait, c'est très beau, c'est cruel, c'est très beau. Ça raconte toute la complexité de ce conflit. En fait, c'est un artiste israélien qui est allé chercher donc un soldat israélien, mais qui est né à Beyrouth, qui a grandi à Beyrouth, qui a passé son enfance à Beyrouth et qui est parti en Israël, je ne sais pas, vers l'âge de 15-16 ans. Et en fait, qui est revenu au Liban, mais en tant que soldat, en 82, quand les Israéliens ont envahi le Liban. Et c'est quelque chose que je raconte dans le bouquin. Où je m'étais souvent posé la question parce que je savais qu'il y avait des Juifs libanais qui étaient venus refaire la guerre au Liban, et je me disais, c'est quand même fou de revenir sur les lieux de son enfance et de tirer sur les lieux de son enfance. Enfin, il y a quelque chose qui me semble assez dingue de rentrer dans un tank et de tirer sur son école, à côté de sa synagogue d'époque, sur les immeubles de ses amis ou de ses anciens amis.
Et en fait, le réalisateur allait rencontrer cet homme et donc il l'a interrogé et donc il l'a filmé. En fait, l'installation de l'artiste israélien, donc il peut pas avoir accès à la synagogue de Beyrouth. Et donc il a reconstitué en 3 dimensions la synagogue de Beyrouth à partir d'images qu'on lui a envoyées. Et dans cette installation, il y a la vidéo du soldat israélien. Et donc, en fait, au début, le soldat, quand on regarde la vidéo, je ne sais plus, elle doit durer une dizaine de minutes. Bon, il est tout fier. En plus, il ressemble vraiment au soldat israélien qui, moi, en tout cas, m'énerve. Il est chauve, il a l'air vraiment le macho de base. Enfin, j'ai vraiment envie de l'en foutre une quand je le vois parler. Et il est là, il est fier et il dit oui, un jour, je raconterai, j'écrirai mes mémoires, je dirai en quoi l'armée israélienne a fait du bien au Liban. Enfin, bon, voilà, il monte sur ses grands chevaux. Et puis, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui lui prend. Il commence à parler de Beyrouth à quand il y était, puis il monte les yeux, enfin il lève les yeux au ciel. Puis là, je vais lire parce que c'est quand même mieux de le lire pour le coup. On n'a pas noté son nom, mais c'est Isaac Balaïla. Hein. Ouais, Isaac Balaïla, ouais. Qui est son vrai nom d'ailleurs. De toute façon, on peut le voir sur l'installation. Et là, il dit, donc il réapparaît pensif, il lève les yeux au ciel et confesse à l'artiste, écoute, pour moi, la guerre, c'était presque un rêve. C'était même impossible que ce soit la guerre. Je ne pouvais pas voir cette ville détruite, en ruine. J'ai vu mon enfance face à moi. Je me suis senti à la maison. La vérité, c'est que je n'ai jamais pensé que le Liban était un pays ennemi. Le Liban, cette terre, je l'aime de tout mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui, dit-il alors qu'il éclate en sanglots, je désire cette patrie. Tu sais, cela peut sonner étrange, mais pour moi, Beyrouth est ma patrie, non pas Israël. Et c'est dingue. Alors, je me souviens que la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai fondu en larmes complètement. J'étais parti à une rencontre sur un livre sur Beyrouth où j'avais écrit un texte, où il y avait d'ailleurs un juif libanais qui avait participé au livre. Et j'avais raconté cette histoire directement parce qu'elle m'avait marqué. Et il avait complètement fondu en larmes aussi, et la moitié du public aussi, qui était en grande partie composé de Libanais qui avaient vécu la guerre et la guerre avec les Israéliens. Et ce qui est vraiment fou en fait, dans cette vidéo, c'est comment il passe finalement à dire que Israël c'est son pays, sa fierté, qu'il a fait l'armée, qu'il a défendu son pays, et il finit par dire cette phrase, et c'est la fin de la vidéo, où finalement il renie complètement tout ce qu'il a dit, et en fait il renie 30 ans de sa vie, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il vit en Israël, qu'il fait la guerre en défendant Israël. Et finalement, c'est dans ces petites histoires-là que je trouve du réconfort dans cette région et disons que ça change rien. Malheureusement, politiquement, ça vaut rien ces histoires-là. Mais ces petites histoires-là permettent de garder un lien entre nous, entre Israël, le Liban, la Palestine, la Syrie. Et l'art permet justement de les faire raconter. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est bien la première fois de ma vie que je dis ça, mais j'aime beaucoup cette idée de quand on voit une œuvre, la re-raconter autrement et qu'en fait on re-raconte différemment d'autres œuvres que d'autres artistes ont fait. Et finalement, voir cette œuvre de l'artiste israélien, il me semblait presque évident que je devais la reprendre et la remettre dans ce livre-là pour qu'elle prenne vrille ailleurs et pour qu'elle résonne encore chez d'autres gens, etc., etc., etc. Comme une mise en abîme, ouais. Exactement. Et il reste des juifs au Liban ou plus du tout? Bon, une trentaine. Enfin, c'est anecdotique, quoi. C'est juste 30 personnes qui sont pas. Enfin, il n'y a pas de vie juive au Liban, en tout cas. Il y a une existence parce qu'il y a quelques personnes, mais disons qu'il n'y a personne qui fait Shabbat, il n'y a pas de synagogue ouverte. Enfin, non, il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie juive. Merci, Isabelle? C'est déjà moi. Vous m'entendez? On t'entend, ouais. C'est bon. Bonsoir à tous. Je pensais que c'était à Jean-Marc d'abord, c'est pour ça que je m'attendais pas à ce que tu me Vu que j'ai pris ta question tout à l'heure, je me rattrape. D'accord. Du coup, ça me trouble, pardon. En fait, ma question, c'est presque une remarque. On a l'impression que la situation politique dans cette zone du monde est totalement, effectivement, absurde et que, au fond, les gens, les artistes, les peuples ont des attaches de part et d'autre. Finalement, trouvent eux-mêmes que c'est absurde. On se dit, ça tiendrait peut-être finalement pas à grand-chose pour que... On a l'impression que c'est vraiment que politique, quoi. C'est pas les êtres humains qui vivent dedans qui sont impactés. Il y a énormément, effectivement, de témoignages. Et en plus, comme vous dites, vous avez remis une œuvre d'un autre artiste dans votre livre et on a l'impression que ça se fait beaucoup, que chaque artiste qui écrit sur cette région du monde et sur cette absurdité
remet comme ça des petits bouts des uns et des autres. C'est assez fascinant. Oui, et finalement, ça permet de recomposer un peu la région et nos pays, et de montrer aussi C'est absurde. En même temps, ça peut se résoudre avec rien, et en même temps, ce rien est tellement énorme que Ouais. c'est ça, en fait, ouais. Que moi, je crois très peu en la résolution de ce conflit, parce que même si on résout un problème, il y en aura un deuxième qui va. Enfin, j'ai l'impression que c'est une région qui ne peut pas vivre autrement que comme ça, malheureusement. En tout cas, elle a pas vécu comme. Elle vit en guerre depuis, on va dire, depuis 48, depuis l'existence de l'État d'Israël, mais si on prend même l'histoire du Liban, depuis le début de l'indépendance du Liban jusqu'à aujourd'hui, le pays a toujours été en guerre d'une certaine manière. Il y a des accalmies, mais enfin voilà, il y a toujours eu des conflits. Après, c'est très lié, c'est politique, c'est très religieux aussi. Religieux mêlé aux politiques, mais la religion aussi, enfin la religion. Ce que certaines personnes font de la religion et comment ils la politisent fait que oui, on a l'impression que c'est un conflit qui ne va jamais s'arrêter. Et notamment sur les termes employés. Par exemple, dans votre roman, vous dites qu'à un moment donné, vous êtes dans un bar et vous parlez d'un arabe israélien, un autre parle d'un palestinien israélien, et les deux sont à même d'en venir aux mains. Donc on voit bien que même avec des petits termes, tout peut partir en vrille. Ah oui. Alors ça, pour le coup, je peux vraiment le dire. Par exemple, sur mon premier livre, je me suis fait incendier sur les termes que j'utilisais pour parler des Juifs, pour parler des Arabes, pour parler des Palestiniens, par les Libanais qui lisent le français. C'était « t'as pas le droit d'utiliser ce mot ». Enfin, par exemple, techniquement, parce que si je vais au Liban, si je dis arabe israélien au lieu de palestinien d'Israël, il y a plein de gens qui vont me dire que je fais une erreur politique énorme et que j'ai pas conscience de ce que je suis en train de faire. Mais ils me disent ça d'un ton très sérieux, hein, c'est-à-dire c'est très grave ce que je fais. Et finalement, cette scène que vous avez racontée, enfin que tu as racontée, c'était une manière de fuir et de rire de ça. Je disais, même eux-mêmes, les Palestiniens ne savent pas comment s'appeler entre eux, en fait, et se prennent la tête entre eux. Mais oui, c'est une guerre sur les termes. C'est une guerre sur les termes, c'est clair. C'est même une guerre sur les mots. Quand on parle d'Israël, est-ce qu'il faut parler des Juifs? Est-ce qu'il faut parler des Israéliens? Quel terme est employé? En même temps, on dit que dans les pays arabes, on dit Juifs, mais en même temps, Netanyahou, il parle bien des Juifs et il ne dit pas Israéliens, souvent. Chacun en joue comme il peut. Et notamment en France. Oui, surtout en France même. Mais quand les mots servent aux politiques, ils sont effrayants, je trouve. Enfin, on peut faire ce qu'on veut des mots, de toute façon, tout le monde le sait bien, mais on peut faire ce qu'on veut des mots, et les politiciens, quand ils savent les manier, ça peut être une arme très très forte et très dangereuse, je trouve. Bien plus d'ailleurs que les armes parfois. Jean-Marc ? Merci, bonsoir à toutes et à tous, et puis bonsoir Sabine, Anne-Sophie et Gilles. D'abord, je suis désolé, je suis un peu ici comme un escroc ce soir parce que je suis arrivé un peu au dernier moment. Je voulais avoir lu le livre avant et je n'ai pas pris le temps de le lire, donc c'est pas bien. Pourtant, Gilles nous en avait donné envie il y a quelques semaines. Sur ce, je me suis dit, je ne participe pas, et puis l'envie a été trop forte, mais je dis, je suis comme un escroc parce que je vais devoir partir un peu vite. Mais quand même, l'envie était forte et j'irai l'acheter juste après parce que ce que vous dites me conforte. Voilà, ceci étant dit, ma question, elle était plus générale, comme je n'ai pas vu le livre. C'était de savoir un peu comment le livre vivait depuis sa sortie, depuis la fin du mois d'août. Est-ce que les ventes et la diffusion étaient à hauteur de espérances? Et puis surtout, est-ce que ça avait suscité en fait peut-être des demandes de diffusion ailleurs? On sent que ce livre, il est fait pour toucher d'autres cibles que le lectorat français, ou peut-être des contacts que vous avez eus au Liban ou en Israël à la suite de la sortie. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie? Alors là, pour le coup, alors sur les ventes, etc., c'est plus mes éditeurs qui vont répondre parce que je ne sais pas trop. Je peux dire sur la promotion, ça se passe très bien en France. Au Liban, suite à l'explosion du 4 août qui a eu, les gens n'ont pas la tête à ça. Je sais qu'on a réussi à caser peut-être 10 livres qui vont être commandés dans la librairie francophone à Beyrouth, mais enfin, la crise économique fait que les gens n'achètent pas de livres parce que les livres sont bien trop chers. Donc au Liban, voilà, ça va être des Libanais de Paris qui l'ont lu. Et là, c'est comme d'habitude au Liban, il y a des gens qui comprennent mon livre et il y a des gens qui condamnent le principe même de mon livre, c'est-à-dire de raconter un Libanais qui voyage en Israël. D'ailleurs, je peux même raconter quelque chose qui m'est arrivé. Oui. Je vais le raconter. Merci Sabine. Il y a un prix France-Liban qui donne un prix à un livre de littérature francophone qui parle du Liban, qui peut être écrit par un Libanais ou par un Français. Et donc, pour mon premier livre, Le Nez Juif, j'avais été dans la sélection et j'ai un très bon ami qui fait partie du jury.
qui m'avait dit pour le premier livre, bon, il voulait te le donner, mais le titre a fait que le nez juif, ils se sont dit comment ils vont mettre ça dans une librairie à Beyrouth, c'est pas possible, etc. Donc bon, le titre a fait que non. Là, le deuxième, alors vous n'avez pas lu le livre, mais quand on lit le livre, ce que je raconte en général, c'est que c'est un voyage en Israël, mais c'est presque une déclaration d'amour au Liban. Et d'ailleurs, ma seule manière de faire une déclaration d'amour au Liban, c'était d'aller en Israël, parce que sinon, je pense que j'insulte ce pays à peu près 24 heures sur 24. Mais donc, quand on lit, on comprend que ce n'est pas du tout un livre anti-libanais, anti-arabe, anti-palestinien. Et pourtant, ce même ami m'a dit, donc tu es sélectionné pour le prix France-Liban, mais, alors attendez, parce que je vais vous lire directement ce qui a été écrit, c'est mieux. Qui date d'il y a 2 jours. Qui date il y a 2 jours. Blablabla. Il a peu de chances d'avoir le prix France-Liban, si j'ai bien compris, à cause de son sujet, virgule, comment dire, délicat, 3 points de suspension. Donc voilà, le sujet pose problème. Et là, pour le coup, pour le premier, j'avais rien dit. Là, pour le deuxième, comme j'ai dit à Anne-Sophie et Gilles, je compte m'énerver un peu, beaucoup. Même en France. Pardon ? Même en France, le problème se repose une fois de plus. En France, ah oui, alors le prix France-Liban, c'est quand même très lié au Liban. Il est donné, même s'il est donné en France, il est donné à l'ambassade du Liban, ce qui est une absurdité selon moi aussi. Mais donc oui, normalement on donne des prix à des écrivains ou à des auteurs qui sont au-dessus du politique et ils reviennent au plus bas de la politique. Enfin, ça me semble absurde qu'ils n'élèvent pas le débat. Ils ont la chance de pouvoir élever le débat avec ce prix. En plus, ils le donnent en France et le débat n'est pas élevé. Mais enfin, j'attends encore sa réponse. Peut-être il va me dire finalement, tu as raison et non, il ne dira pas ça. Pour répondre pardon. Oui, allez-y, Anne-Sophie. Non, je voulais juste répondre à la question de l'accueil en France. Oui, je confirme que l'accueil a été plutôt bon. Et alors, en termes de vente, évidemment, comme on est une petite maison d'édition, dès qu'on dépasse un certain nombre, on trouve ça formidable. Donc, c'est tout à fait favorable pour nous. Mais on a aussi des signes, Sabine a raison de dire, il est très bien accueilli par la presse. Et au-delà même du travail de communication ou de presse que Sabine fait, que Gilles fait, que tout le monde fait, il y a le fait que, enfin, pour moi, c'est une anecdote, mais quand même, que Laurent Ruquier en ait parlé à son émission de comment on est en direct. Il en a parlé alors qu'il a offert le livre à un de ses invités. Et ben, je trouvais que c'était un signe d'intérêt positif, de vision positive de ce livre, parce que vraiment, il a montré qu'il l'avait lu et qu'il l'avait aimé. Je trouvais que c'était, pour une heure de grand public et pour une émission grand public, très favorable pour Sabine. Voilà. On se rappelle qu'il avait d'ailleurs reçu Gilles pour Mikado d'enfance. C'est vrai. Mais le sujet était, comme dirait le contact de Sabine à France-Liban, était moins délicat. Hein, enfin, moins. Donc, mais c'est vrai. Frédéric ? Il faut allumer ton micro, Frédéric. Eh oui, tu vas parler dans le vide. Oui, voilà, pardon. Super, je suis un peu. Bon. Les nouvelles technologies et moi, c'est pas forcément. Bonjour. Oui. Alors, merci pour ce moment Zoom où je suis contente d'avoir été invitée. Et merci pour le livre, Sabine, que donc j'ai lu en l'achetant par hasard, en le trouvant en librairie. Et je suis très contente. J'ai été au Liban 2 fois déjà, dont la dernière fois en 2019 du côté de la Clouque. Et voilà, enfin, un de mes sentiments quand j'étais dans ce pays, c'est l'idée que voilà, je suis dans un pays, je suis alsacienne, hein, et donc dans un pays qui n'est pas plus grand que l'Alsace, c'est la Franche-Comté en dessous, et que je peux aller nulle part. Je ne peux pas aller en Syrie si je veux, je ne peux pas aller en Israël. Je ne suis pas prisonnière, mais ça fait bizarre en France. En France, on se dit on peut aller partout et ressentir que là, on est dans un pays où on peut aller nulle part en voiture. Et voilà, cette idée des frontières. Et après, cet été, au confinement, la frontière chez moi était fermée complètement en Alsace. Donc, j'habite à 50 mètres de la frontière. Et de la revoir, le panneau, enfin, il y avait des barrières. On ne pouvait plus aller en Allemagne. Moi, vivante, je ne l'ai jamais connue fermée. Même quand j'étais petite, les frontières n'étaient pas encore ouvertes. Mais je pouvais y aller avec ma carte d'identité. C'était une formalité. Et donc là, pareil, je me dis, ah mince, une frontière, je ne peux pas aller au village d'à côté chercher des asperges. C'est anecdotique, hein, mais
voilà, et puis voilà, donc dans la deuxième partie du livre, j'ai été très émue parce que je me suis dit, mais finalement, tous ces pays, enfin, vous l'avez dit avant, ils sont pas différents. C'est bête, ces frontières, c'est bête, des frontières mentales, des frontières psychiques. Voilà, enfin. C'est vrai qu'on en rigole En gros, ce que depuis. j'ai ressenti, et c'était vraiment émouvant, hein, et le témoignage du soldat israélien à Beyrouth, notamment, celui que vous avez lu avant. Voilà, c'était pas une question, mais c'est juste, est-ce que c'était vraiment l'idée que les frontières, c'est bête, quoi. Bah, surtout dans un dernier. Oui, c'est bête, c'est utile. C'est utile pour pouvoir dire qu'elles sont bêtes. Enfin, oui, c'est ça, ouais. Mais oui, c'est vrai, par contre, le sentiment que vous avez au Liban, quand j'ai vécu au Liban, je l'ai ressenti, puis mes amis qui vivent au Liban le ressentent encore plus, mais c'est vrai qu'il est commun d'ailleurs aux autres pays. Quand je suis allé en Israël, c'est des gens qui sont coincés aussi chez eux. Il n'y a pas de frontières, quoi. Tu ne vas pas en Syrie, tu ne vas pas au Liban, tu peux aller en Égypte, mais enfin, même quand ils vont en Égypte, ils ont plutôt peur. Les Syriens, c'est pareil, on ne va pas trop autour. Oui, c'est des prisons à ciel ouvert. Puis d'ailleurs, on peut aller de plus en plus, il y a vraiment de plus en plus de prisons. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à Gaza, où là, vraiment, c'est une prison d'un tout petit territoire qui ne peut plus bouger et sortir de ça. Donc, je saurais pas quoi. Je dirais qu'on a de la chance, en tout cas pour ceux qui sont en France et en Europe, d'avoir ce qu'on a là. Je sais qu'il y a une Algérienne, je pense, avec nous. Je sais que la question des frontières aussi en Algérie est folle avec le Maroc. Donc, oui, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Je ne sais pas. Moi, je ne saurais pas. Mais oui, c'est des prisons, oui. Je pense qu'en Algérie, il y a ce même sentiment de prison, non, par rapport à ça. Yann, peut-être elle ne veut pas parler. Oui, c'est bon. On ne t'entend pas, Ryan. Là, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, je vous disais que les frontières avec le Maroc, elles sont aussi fermées. Au sud aussi, c'est fermé. Les seules frontières ouvertes, c'est avec la Tunisie. Donc, on peut aller sans passeport et passer normalement. Et ton sentiment par rapport à ça, Ryan? Sincèrement, pour le sud, on sait qu'il y a beaucoup haram, il y a des bandes de, comme on les appelle chez nous, des terroristes. Donc, on ne s'en formalise pas. Avec le Maroc, c'est un peu compliqué. On voudrait bien passer des vacances au Maroc, mais comme c'est fermé, donc on arrive aux frontières, on voit de loin et on revient chez nous. D'accord. Isabelle? J'ai une question un peu triviale et pragmatique, mais le fait que vous soyez allé en Israël, c'est marqué sur votre passeport, donc effectivement. Non. Ah oui, ok. Parce que du coup, je me suis dit, après, pour retourner au Liban, ça va être super compliqué. Non, ils font des. Alors maintenant, il paraîtrait qu'ils font que des tampons volants sur des petites feuilles. Ah oui. Avant, à une époque, ils faisaient des tampons, mais apparemment, si on leur demandait de nous le mettre à côté, sauf s'ils voulaient vraiment emmerder la personne, ils faisaient aussi le tampon volant. Parce qu'il y a quand même. Enfin, je connais certains artistes libanais ou photographes libanais qui sont allés en Israël et qui ont vécu là-bas pendant un certain temps. Et même pendant le moment où il y avait des conflits beaucoup plus forts entre les deux pays. Et voilà, le passeport français, on ne le tamponnait pas dessus et ils pouvaient faire ils pouvaient passer d'un pays à l'autre sans problème. Tant que publiquement, ils disaient rien, évidemment. Il y a une vingtaine d'années, c'était compliqué d'avoir du business à la fois en Israël et à la fois dans des pays arabes, pourtour de la Méditerranée en général, quand il y avait Israël dedans, parce que quand on était allé par exemple au Maroc, on avait aussi des soucis pour aller en Israël et inversement. Ça posait des problèmes. Donc je ne savais pas que ça existait. Je pense que c'est depuis. Je vous parle de ça, moi je suis la vieille du groupe, donc c'est vieux. Non, mais c'est très récent, je pense que ça fait 4 ans, enfin je ne sais pas si quelqu'un d'autre, peut-être Anne-Sophie le sait ou Gilles, mais je crois que ça doit faire 4 ans que c'est comme ça. Oui, moi je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, oui. Je ne sais pas si Gilles, tu veux intervenir, n'hésite pas. Hein. Non, il s'est endormi. Je n'entends pas. On n'a pas parlé encore du titre, Beyrouth entre parenthèses. Est-ce que ça a été le titre initial ou au contraire, il y a eu plusieurs versions? Au début, ça s'appelait Israël, comme une évidence. Après, voilà. Alors, j'ai vu Ryan faire lever les yeux en l'air, mais voilà, disons qu'on a tous levé les yeux en l'air.
Surtout après le nez juif Israël, vraiment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête mes bêtises. Non, Beyrouth, entre parenthèses, est venu. Alors, c'était quoi le dernier? Alors, non, il y avait un autre, ce pays que l'on ne voit pas. Ce pays que l'on ne voit pas. Férouz Café d'abord. Férouz Café, ce pays que l'on ne voit pas. Ce pays que l'on ne voit pas. Et puis Beyrouth, entre parenthèses, est venu parce que sur le premier chapitre, moi je n'appelle pas ça, je ne sais même pas comment les appeler, c'est écrit Paris-Tel Aviv. Et en fait, au début, c'était écrit Paris, Beyrouth, Tel Aviv, et j'avais mis Beyrouth entre parenthèses. Parce qu'il me semble, pour moi, dans mon imaginaire, quand on fait Paris-Tel Aviv et qu'on est libanais, forcément, dans l'avion qui nous emmène de là à là, il y a Beyrouth dans notre esprit qui nous revient en tête. Et Anne-Sophie, je ne sais pas, avec une discussion avec Anne-Sophie, il y a eu comme une évidence, on s'est dit, en fait, Beyrouth, entre parenthèses, c'est exactement ça ton voyage. C'est l'histoire d'un franco-libanais qui essaye de mettre le Liban entre parenthèses et finalement qui enlève les parenthèses à la fin du livre. Et concernant juste préciser que je ne me suis pas endormi. Comme ma connexion n'est pas géniale, j'hésite à... Tu as raison, je t'ai piqué au vif, je voulais te voir, c'est pour ça. Je voulais raconter une petite anecdote, c'est quand Sabine et Anne-Sophie étaient dans la cuisine de l'Antilope, tout excités en disant « On a trouvé un nouveau titre, machin et tout ». Qui m'ont dit ça, j'ai fait la gueule. Parce que... non, parce que tout à coup, je me disais « Oh là là, va tout falloir changer, etc. » Moi, j'aime pas les changements. Mais en fait, c'est un très bon titre. Ils ont eu raison. C'est beau cette honnêteté, Gilles. Bravo. Faut pas tenir compte de la gueule que je fais des fois. Non, et puis je l'ai fait subir, et je leur ai fait subir énormément de changements à mes deux éditeurs. Entre les titres et les textes, ça fait beaucoup. Ouais, il y a tout eu, les titres, les textes, les dates, on a tout fait, je crois là. Oui, mais c'était pour une bonne cause, c'était pour finalement, c'est bien. Ouais. Non, parce qu'on peut aussi dire de façon très honnête, et de toute façon réelle, c'est qu'en effet, quand Sabine est rentrée donc de la révolution du 17 octobre, en disant non, c'est impossible, je ne peux pas publier ce texte, impossible, il faut savoir que le texte en question, on avait donc prévu de le publier à peu près pour le mois de mars de l'année 2020. Or, le mois de mars de l'année 2020, là, vous savez tous bien sûr que, on n'aurait pas vendu un seul livre. Donc, au fond, quelque part, on n'est quand même pas mécontent que ce livre ne soit pas sorti en mars 2020 et soit du coup sorti en août 2020. C'était une bonne chose, rétrospectivement. Et si je peux dire encore quelque chose. Ah oui, Gilles, continue, Gilles. Oui, on adore t'entendre. C'est gentil. Pour ceux qui ont déjà lu des livres de Sabine, on aura compris que son héros, qui lui ressemble quand même comme deux gouttes d'eau, adore passer les frontières. C'est quelqu'un qui bouge tout le temps. De Paris à Tel Aviv, de Tel Aviv à Beyrouth, de Beyrouth à Téhéran, à Los Angeles, etc. Mais en fait, à un moment donné, il y a un moment donné où il faut s'arrêter sur un texte, toujours. Mais lui, il vibrionne. Et si l'éditeur n'était pas là pour dire « Bon, maintenant, c'est bon, on va envoyer les épreuves à l'imprimerie », on envoie les épreuves à l'imprimerie, là. Et Sabine, il serait toujours en train d'écrire et de modifier son texte, etc. Et c'est vraiment un touche-à-tout dans le bon sens du terme, en fait. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, si je vais encore plus loin de ta logique, même sur mes photos, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que la première série que j'ai faite il y a 10 ans, je suis encore en train de la trafiquer dans ce livre-là et que je l'imagine encore autrement. Et j'aime bien quand on crée quelque chose et que ce qu'on crée, on le retransforme, on en fait quelque chose d'autre, comme si c'était jamais arrêté, en fait, comme s'il y avait toujours un mouvement perpétuel et qu'on pouvait toujours relire ça. Il y a beaucoup de peintres qui faisaient ça. Enfin, si j'en pense, un qui me vient en tête, là, très connu, c'était Miro qui faisait beaucoup ça. Mais j'aime beaucoup cette idée de créer une œuvre et d'après de refaire quelque chose, je sais pas, de la déchirer à nouveau, puis de refaire autre chose, puis de la représenter autrement. Je sais pas, ça me plaît bien. Ouais. Isabelle ? Oui, excusez-moi, j'ai plein de questions. Je n'ai pas lu le livre encore, mais ça fait très envie. Voilà. Donc, c'était une question cette fois-ci sur le graphisme. Je trouve que la couverture est très belle avec cette espèce de porte là d'entrée en fait. Et c'était ma question, c'est qui s'occupe des graphismes à l'Antilope?
et pour celui-ci en particulier. Alors, on a un graphiste à l'Antilope qui s'appelle Cédric Ramadier, qui est dans le sud de la France, qui est à Marseille actuellement, et avec qui on travaille depuis le début à l'Antilope. Et c'est lui qui a défini la charte graphique, enfin, évidemment, j'ai envie de dire, on l'a fait ensemble, mais c'est lui le créateur. Donc, c'est vraiment lui qui l'a créé, qui est ce que vous appelez cette porte, c'est-à-dire cette forme-là. Et derrière la forme, pour chaque livre, il y a une photo. Et la photo de Beyrouth, entre parenthèses, c'est une photo de Sabile Roussoub, lui-même. Et c'est une très belle photo, et Sabile a accepté qu'en effet, on fasse apparaître une porte par-dessus la photo. Mais en fait, la photo est une... Sabile, c'est toi qui peux expliquer ce que cache la photo. Oui. Bah, c'était quand j'avais parlé d'une maison d'édition francophone, je devais faire un livre sur un village au Liban, qui est en fait le village de ma mère. Et en fait, finalement, la maison a fait faillite. Donc, je n'ai pas fait le livre, mais j'ai toujours ma série photo qui a été faite. Et c'est une des photos de cette série-là, où en fait, je mêle des photos d'archives et mes photos d'aujourd'hui. En fait, les deux se mêlent dans la série et on ne sait plus vraiment la photo quand elle a été prise. L'idée, c'est qu'on ne sache pas trop quand elle a été prise dans les années 70. Aujourd'hui, voilà, les temporalités encore une fois, il n'y a pas de frontières dans la temporalité. Bah, c'est très beau. C'est un défaut habituel. Hein. Et c'est une plage, est-ce que elle est située où? Elle est dans le nord du Liban, à Batroun. Batroun, on appelle ça la porte du Liban Nord. Et en fait, c'est une région qui a été préservée même pendant la guerre du Liban, les 15 années de guerre, qui a été très protégée. Il y a eu vraiment quelques petits conflits dedans, mais voilà, c'était vraiment une région au bord de la mer qui a toujours été une sorte de havre de paix et qui l'est encore aujourd'hui, qui est une sorte de refuge aujourd'hui pour tous les Libanais. Mais après l'explosion, il y en a beaucoup maintenant qui sont en train de malheureusement beaucoup construire là-bas. Donc ça ressemble moins à ce que j'ai pris en photo moi il y a 7-8 ans. Mais voilà, c'est vraiment un petit paradis là-bas. Eva? Oui, Sabine, je me demandais, donc premier roman, Le Nez juif, deuxième roman sur un voyage en Israël. Je me demandais quel allait être le thème du troisième roman. Est-ce que vous restez un peu dans la même thématique ou est-ce que vous allez complètement changer? Je rêverais de changer complètement de thématique et pour vous dire la vérité, de raconter une histoire sur le Cap-Vert. Voilà. Mais je suis pris je pense avec le Liban, le prochain bouquin. J'ai écrit beaucoup de choses, j'ai rien encore de concret, mais j'ai beaucoup de matière dessus. Je sens que je ne vais pas pouvoir raconter autre chose que le Liban pour le troisième, en espérant que pour le quatrième, j'arrive à fuir. Sachant qu'il y a une question que je me pose en ce moment, c'est est-ce qu'un écrivain libanais peut écrire autre chose que sur le Liban, sur autre chose que sur le Liban. Je ne sais pas, quand je vois tous les auteurs libanais, même les plus connus, de temps en temps, ils ont réussi comme ça. Je pense à Amin Marlouf, il a écrit Un fauteuil sur la Seine. Mais bon, généralement, ils parlent du Liban, de la région. On est tous repris par ça. Donc, ça ne sera plus les Juifs et Israël, je pense. Je pense que j'ai fait le tour de ma question. Mais je pense que oui, je vais rester quelque chose... ça sera libanais, en tout cas, je pense. Il y aura une grande touche libanaise. J'aimerais bien, un jour, ancrer les choses plus à Paris et en France. En tout cas aussi. Sinon, au Cap-Vert, il y a un village qui s'appelle Sinagoga, si ça vous intéresse. Oui, c'est vrai. J'y suis passée par hasard et ouais, il y avait une grosse pancarte, il y avait un petit village avec 4 maisons et ça s'appelait Synagoga. Voilà. Je suis passée dans le même village. Avant de passer aux autres questions, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc, je vais la prendre, évidemment, et je vous l'enverrai. Donc, préparez-vous. Ah, c'est une photo de groupe comme mes kéfiers, on est personne et avec personne. Chacun est séparé. Exactement. On met comme ça? Ouais, très bien, parfait, parfait. Super, c'est bon. Il y a une phrase dans le livre que vous citez d'Émile Habibi qui dit que donc pour le conflit israélo-palestinien, pour lui, la meilleure place, en tout cas ceux qui choisiraient entre Israël et la Palestine, ce serait la table. Oui, alors il dit... C'est une phrase merveilleuse, celle-là. Ah, il est génial. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a une journaliste qui lui demande quand Israéliens et Palestiniens accepteront finalement de s'asseoir à la table des négociations, choisirez-vous de vous asseoir avec les Israéliens ou avec les Palestiniens? Et il répond, alors qu'il est palestinien, je choisirais d'être la table.
Oui, mais je pense que c'est la position que doivent avoir les Libanais profondément dans ce conflit. D'être la table, d'être le moyen de réunir ces deux peuples. Alors, dans le livre, vous dites que vous êtes chrétien libanais et vous sentez ce sentiment de minorité. Est-ce que ça vous pèse d'être minoritaire dans ces deux pays? Non, alors je crois pas que je parle de. Enfin, j'en Pas parle sûr à que un ce soit la moment en France. réaction. Ouais. Ouais, j'en parle en réaction à ce que justement le Rose, le personnage qui m'accueille en Israël, dit que justement, pour une fois en Israël, elle qui est juive ne se sent pas minoritaire quand elle est là-bas. Et non, moi, je sens pas ce. Non, j'ai pas ce sentiment minoritaire ni au Liban ni en France. En tout cas, si je fais partie d'une minorité, c'est pas chrétien d'Orient. C'est peut-être en France, ça serait les enfants d'immigrés. Je me mettrais, c'est dans cette minorité-là, mais qui est une grande minorité. Et au Liban, j'aime pas du tout le jeu des chrétiens qui jouent le coup de on est minoritaire, on va disparaître parce qu'on est. Aujourd'hui, le système politique aide les chrétiens libanais à détenir plus de pouvoir qu'ils ne l'ont. Et ça a toujours été le jeu de l'extrême droite chrétienne de dire qu'on allait disparaître, on allait disparaître. Ça fait 40 ans qu'ils disent qu'on va disparaître et on est encore là. Donc, non, j'ai pas trop ce sentiment. Après, si vous allez titiller chez moi quelque chose comme ça de temps en temps, oui, je peux trouver le sentiment de temps en temps de dire, oh là là, moi, chrétien d'Orient, machin, et puis 5 minutes après, la raison me revient et disons que ça part assez vite. Et concernant toujours ce conflit israélo-palestinien, vous dites aussi que les deux camps sont devenus des cobayes pour journalistes, photographes et rédacteurs en mal de sensation. Est-ce que c'est véritablement, est-ce qu'on tire sur la corde raide Ah oui, j'ai avec ce cette conflit? impression très forte. J'ai cette impression aussi avec le Liban. C'est super, c'est exotique, c'est parfait parce que les gens parlent français. Enfin, alors pour le coup, en Israël-Palestine, les gens parlent très bien anglais. C'est un peu l'Occident, c'est un peu l'Orient. Oui, c'est des pays faciles d'accès. En même temps, c'est génial parce qu'on y porte un intérêt. En même temps, parfois, je trouve que c'est un mal parce que souvent, les gens qui viennent raconter des choses sur la région n'ont pas toutes les clés pour raconter justement, pour faire des papiers, par exemple, si je parle des journalistes, sur la question israélo-palestinienne, libanaise. Même nous qui avons grandi dedans et qui connaissons bien les sujets, c'est encore compliqué et très compliqué pour nous. Mais bon, quand il y a quelqu'un qui vient juste parce qu'il a envie de faire quelques images sympas et qui va là-bas et qui les fait, généralement, j'ai beaucoup de mal. Je l'ai connu au Liban, ça, en bossant dans le ciné. Des gens qui venaient, et puis allez, une femme voilée, une femme en string, et allez hop, je t'ai fait un petit documentaire de 20 minutes sur le Liban, et il revient, et c'est le grand connaisseur spécialiste du Liban en France, ou d'ailleurs ailleurs, pas qu'en France ou en Angleterre. Oui, j'ai beaucoup de mal avec ça. Sachant qu'il y a des Libanais qui jouent ce jeu-là et parfois font exactement la même chose, hein, qui portent ce regard sur le pays alors qu'ils savent très bien que les choses sont plus compliquées. Je sais pas, c'est un entre-deux. Ça fait du mal et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on en parle et c'est toujours mieux qu'on en parle que ça reste silencieux. Et en même temps, il y a une manière de faire. Il faudrait qu'il y ait un peu de décence, je pense, parfois. On est d'accord. Et Sabile, quelle est votre façon d'écrire? Comment vous arrivez à disperser votre temps entre vos différentes activités? Est-ce que vous avez des petites manies d'écrivain? Et la deuxième question serait sur vos influences littéraires. Est-ce que vous avez des auteurs qui sont véritablement des références pour vous? Alors, le mot dispersé est très bien choisi. Ça ne m'étonne pas. C'est dispersé. Non, mais je rigole parce que c'est pas si dispersé que ça. En fait, je me réveille très tôt le matin en général, vers 5-6 heures, et je commence à écrire à ce moment-là. Et j'écris en général toute la matinée, enfin comme je peux. Après, mon cerveau part toujours dans tous les sens, donc je vais commencer à penser à une série photo, à organiser une exposition, à faire ci, à faire ça. Mais finalement, ça construit mon écriture. En fait, l'idée, c'est, je pense, je le comprends petit à petit maintenant, c'est qu'en fait, toutes ces idées que j'ai en tête doivent finir dans un bouquin. Ou c'est peut-être ça les bouquins, c'est justement toutes ces idées qui me viennent, il faut qu'elles soient racontées dans un livre et qu'elles soient justement imaginées dans un livre. Je pense que petit à petit, en vieillissant, parce que je suis encore pas, j'ai du temps encore, mais je pense que petit à petit, je commencerai vraiment à faire ça, justement les envies de réaliser un documentaire, au lieu d'aller le réaliser, peut-être j'irai voir un peu, puis je le raconterai vraiment dans l'histoire. Sur les influences d'écriture, j'ai le meilleur copain, là, je vais vous les montrer.
ce côté dispersion, ça se ressent vraiment dans le livre parce que j'ai l'impression que vous auriez pu faire 400 pages là-dessus. C'est-à-dire que je me demande si Gilles et Anne-Sophie, j'ai l'impression qu'ils vous ont coupé quasiment de 300 pages. Est-ce que Ah non. c'est réel ou pas? Non, c'est moi qui me coupe. Alors pour le coup, il ne me coupe pas du tout. Non, bien au contraire, il ne me coupe pas, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, je me coupe parce qu'il y a un moment, c'est n'importe quoi, ça devient délirant. Et pour l'instant, c'est des livres courts parce que déjà, j'aime lire les livres courts. Deux, j'ai une peur monstrueuse que le lecteur s'ennuie parce que je suis un lecteur qui m'ennuie dans des livres. Et parce que pour l'instant, je pense que ça va à mon rythme de parole et d'activité. C'est-à-dire que c'est comme ça que je suis et que ça me ressemble au fond. Mais oui, ça pourrait durer 400 pages. Après, je pense que 400 pages sous ce format-là, ça peut commencer à devenir chiant au bout d'un moment. Ça peut être agaçant. Vous allez me dire non, peut-être pour le prochain, je fais 400 pages comme ça. Je ne suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Je pense que véritablement, l'interrogatoire peut durer véritablement au minimum 100 pages. Je pense qu'on ne s'ennuierait pas. Hein. Ouais, non, je pense qu'on ne s'ennuierait pas. Je pense que j'ai besoin encore un peu de... Là, sur ce que j'avais, des pages en plus, je trouvais que ça retombait. J'avais surtout pas envie que ça retombe. Même là, pour vous dire la vérité, je pense qu'il y a un ou deux endroits où ça retombe. Je ne vais pas vous dire lesquels, mais je sens qu'à un ou deux endroits, je me dis, ah non. Mais bon, on verra. Sur les influences. J'adore cette modestie. Non. Bravo, parce que peu d'auteurs ont ce recul sur leurs livres en disant ouais, je trouve que finalement mon livre retombe un peu à quelques endroits. C'est très beau. Merci. Oula, je ne sais pas si c'est beau. Je ne sais pas si s'il y a de la modestie. Je sais que je suis quand même un peu modeste. Anne-Sophie le confirmera. Non. Tu es modeste, oui, c'est vrai. Et en même temps, tu es perfectionniste, ce qui fait que c'est très agréable pour moi, éditrice, très agréable de travailler avec toi parce que tu es prêt à revenir sur ton travail, mais en corrigeant toi-même. C'est-à-dire, tu n'as presque pas besoin de nous. Enfin, si, quand j'aimais une idée, tu adhères tout de suite. Enfin, ah oui, si c'est la bonne idée, oui. J'adore les critiques. J'adore l'autocritique et la critique sur le travail. Mais je trouve que je trouve quand on fait ce genre de métier, c'est pour ça. Enfin, je trouve que travailler sa matière, on va dire son art, ses livres, ses photos, c'est là où le plaisir, c'est là que j'aime mon travail en fait. C'est vraiment cette partie-là que j'aime le plus. C'est quand il y a de la matière et que là, il faut commencer à travailler et dire que ça c'est nul, ça c'est pas bien. Et quand je le fais, de me dire à la fin que finalement ça c'est pas bien et de voir pourquoi c'était pas bien pour faire mieux. Et voilà, c'est cette constante réflexion qui me passionne le plus en fait dans le travail artistique. Exactement. Et donc, justement, pour répondre à Anthony, moi, j'appelle pas ça de la modestie, c'est de l'intégrité. Oui, moi non plus, en fait. Ouais. C'est un bon auteur, quoi. Ça, je sais. Anne-Sophie, oui, pardon. Les influences littéraires. Si, les influences littéraires. Ah, non, mais je vais citer Christophe Donner, qui est un écrivain français, qui est une sorte de mentor, mais c'est mon mentor même dans la vraie vie, parce que c'est celui qui me conseille, que j'appelle quand ça ne va pas du tout et que je trouve que j'écris n'importe quoi. Quand je ne sais plus écrire, je l'appelle aussi. Et après, il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué pour les séquences. Alors, je dois avouer que les titres sur les séquences dès le premier bouquin, c'est Anne-Sophie et Gilles qui m'ont proposé de mettre des titres. Moi, je n'avais pas mis de titre et c'est une idée que j'adore. Et c'était, je vais juste essayer de me rappeler, c'est qui? Oh, oui, le voilà. Eva a apparemment vu des Edgar Lizenrath derrière, dans votre bibliothèque. Je ne sais pas si elle se trompe. Il y a beaucoup de bouquins de Montiloc aussi. Ils y sont tous d'ailleurs. Non, c'est celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, de Velibor Kolic, Jésus et Tito. Non, je ne connais pas. C'est un écrivain bosniaque qui faisait la guerre et qui a déserté et qui maintenant écrit en français des bouquins. Et justement, dans ce bouquin-là, c'était un de ceux qui m'a décomplexé sur l'écriture parce que justement, il construit son livre en courte séquence comme ça. Et avec des titres et avec beaucoup d'humour. Donc lui, ça serait peut-être quelque chose qui m'a marqué à un moment, qui m'a dit où je me suis dit après l'avoir lu, ok, moi aussi en fait finalement je peux écrire. D'accord. Anne-Sophie, l'autre Anne-Sophie, pas l'éditrice. Je me demande en fait ce qui déclenche le processus d'écriture chez vous. Est-ce que c'est quand vous prenez vos photos? Est-ce que c'est le voyage qui l'a déclenché? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà plein de notes à rassembler pour un troisième livre. Est-ce que vous écrivez en permanence ou est-ce que vous avez des facteurs en fait et là vous vous dites il faut absolument que je témoigne et que je raconte cette histoire? Alors, j'écris en permanence.
j'écris en permanence, ça c'est clair, tout le temps. Les facteurs sont très différents. Pour le premier bouquin, c'était le facteur d'une impasse au Liban et finalement d'une impasse au Liban et dans mon travail photographique et cinématographique, j'y arrivais plus. L'écriture était le seul moyen de continuer à raconter des choses. Donc c'est venu comme une évidence. Le deuxième bouquin, c'est parce que je commence à prendre un peu confiance en écriture et un certain plaisir et que j'avais envie de percer ce tabou du voyage en Israël, d'un Libanais en Israël, et forcément c'est inspiré d'un vrai voyage que j'ai fait pour le coup. J'ai d'abord fait le voyage, puis j'ai écrit le bouquin bien après, mais sans penser que j'allais écrire le livre en faisant le voyage. Et maintenant c'est parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc tout est source d'histoire, des choses vécues, des choses pas vécues, des choses que je vois, des choses que je m'imagine, que j'invente. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je raconte avant quoi, pourquoi je vais raconter cette histoire-là maintenant, la troisième et pas celle-là. Et ça, il y a plein de facteurs. Déjà, il y a le facteur d'avoir envie de mener une histoire du début à la fin, de pouvoir le faire, d'avoir envie d'être capable de le faire à ce moment-là. Il y a un facteur très réel je suis un écrivain franco-libanais qui a sorti 2 livres sur le Liban aujourd'hui en France. Et est-ce que ça serait malin d'aller écrire sur le Cap-Vert justement maintenant? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut quand même que je continue à percer ce que j'ai commencé à percer. Et voilà, je pense que il y a une histoire avec le Cap-Vert ou c'est un pays... Non, mais j'ai dit le Cap-Vert, j'aurais pu dire autre chose. Hein. Oui, le Cap-Vert, il y a une histoire très particulière avec le Cap-Vert, c'est vrai en plus. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Oui. Alors, j'avais une nounou qui était capverdienne, si vous voulez savoir, parce que ma mère ne s'est pas occupée de moi, elle travaillait. Donc, comme une bonne Libanaise, elle m'avait mis une nounou, sauf qu'en fait, c'était comme une seconde mère. Et j'avais dit une phrase superbe quand j'étais petit. Je racontais à tout le monde à l'école qu'en fait, j'étais passé dans le ventre de ma mère et dans le ventre de cette nounou. Et j'étais persuadé que c'était aussi ma seconde mère. Et donc, elle était capverdienne, elle m'a appris un peu à parler créole. Et je me suis intéressé à son histoire. Et donc, j'allais avec elle, en fait, dans son pays, le Cap-Vert, où elle est née, elle a grandi, et où elle avait toute sa famille. Et donc, j'ai senti comme un pays de cœur. Donc, il y avait une histoire à raconter là-dedans. Et en plus, il y a une deuxième histoire qui m'intéresse, c'est la chanteuse Césaria Evora. Je pense que tout le monde doit connaître. En fait, elle a une histoire assez incroyable. Cette femme a été connue à partir de 50 ou 55 ans. Et en fait, avant, elle chantait dans des bars. C'était un peu presque comme une prostituée qui chantait dans les bars autour du port. Et elle s'est mariée plusieurs fois avec des marins qui lui ont fait des enfants et qui partaient et qui disparaissaient. Et en fait, j'avais envie de lier ces 2 histoires en même temps. L'histoire d'un double qui retournerait au Cap-Vert pour aller chercher quelque chose qui ne sait pas vraiment ce que c'est, et en même temps de retourner sur l'histoire de Césaria Evora, mais avant qu'elle soit connue, parce que c'était sa vie avant, en fait, quand elle chantait pieds nus dans les bars, pour les marins qui s'arrêtaient un instant là-bas, comment elle tombait amoureuse, etc., etc., etc. Alors, ce sera difficile de l'intégrer au catalogue de l'Antilope, je pense, mais on a hâte de le lire. Alors, l'Antilope va intégrer toutes les histoires. Anthony. Alors, je voudrais quand même préciser... Ah, c'est toi, Gilles. On t'entend mal, Gilles. Oui, Gilles, on t'entend mal. Parce que ça fait des larcènes. Je voudrais préciser une chose quand même. Non, mais je vais le faire, Gilles. Je vais le faire. Alors, vas-y. Oui. Je soupçonne Gilles de vouloir préciser que dans le catalogue de l'Antilope, une fois qu'un auteur a commencé, nous, on ne lâche pas nos auteurs. En tout cas, même si le sujet est différent. Même si le sujet n'a plus rien à voir, on considère que s'il est entré dans le catalogue de l'Antilope, il est entré dans le catalogue de l'Antilope. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Après, ça se fait à 2 aussi. Hein, je veux dire, c'est merveilleux que Sabine ait eu l'idée d'envoyer un premier manuscrit à l'Antilope. C'est vrai. C'était ça, Gilles, ou pas? Ou ça n'avait rien à voir? Oui, absolument. Vous m'entendez? Ouais. Oui, tout à fait. Oui, on l'a dit très vite parce que les gens, en plus, c'est un truc général. Quand on a créé la maison, je me souviens notamment, on était passé devant une commission de banquiers qui devait nous prêter de l'argent. Et donc, on raconte que l'Antilope va publier des livres qui racontent quelque chose de l'existence juive, etc. Et à la fin, il y a un type qui a dit « Mais vous n'avez pas peur qu'au bout de 10 livres, vous n'ayez plus rien à publier, quoi. C'est un domaine tellement restreint. Franchement, et vu le nombre de manuscrits qu'on reçoit, on a encore
on a encore des beaux jours devant nous, mais très vite, on s'est dit que le catalogue risquait d'évoluer grâce à, ou par nos auteurs, quoi. Parce qu'à partir du moment où il y a un compagnonnage qui se lie avec un auteur, si tant est que l'auteur souhaite continuer à éditer à l'Antilope, nous, s'il écrit des bons livres, on a envie de le publier, quelle que soit la thématique. Et d'ailleurs, je précise aussi, il y a beaucoup d'éditeurs, notamment pour des premiers romanciers, qui, dans leur contrat, incluent un droit de suite, c'est-à-dire que le romancier est obligé de présenter 2 manuscrits suivants en priorité à cet éditeur avant éventuellement d'aller chez un autre éditeur. Et nous, on a décidé de ne pas mettre de droit de suite parce qu'on part du principe qu'on n'a pas envie de forcer un auteur à rester à l'Antilope. Il reste à l'Antilope s'il s'y sent bien. Et ce serait illusoire de penser que c'est possible autrement. Alors, on a parlé du nez juif, mais le banquier n'avait pas le nez creux. Hein. Ça, c'est évident. Ouais. Ils nous ont quand même prêté un peu d'argent. Oui. Ils nous ont prêté un peu d'argent. Justement, Gilles et Anne-Sophie, on va peut-être, alors si personne n'a d'autres questions à poser à Sabine, on va peut-être parler des prochaines parutions, notamment du Peretz. Oui, le Peretz, c'est le 8 octobre. Et ça va s'appeler Histoire des temps passés et à venir. Et Peretz, YL Peretz, pour Yitzhak Leibush Peretz, mais c'est un tout petit peu compliqué, donc il vaut mieux en effet, merci Anthony, dire Peretz. Donc Peretz, c'est un grand auteur yiddish de la fin du 19e, du début du 20e siècle, et qui est surtout un des 3 fondateurs de la littérature yiddish. Et du coup, qui raconte des histoires qui sont très nourries par la culture juive. Gilles, essaye de couper ta vidéo. Gilles, tu coupes la vidéo? Au micro. Comme ça, avec le micro, ça devrait passer. Faut que je parle ou pas? Oui, vas-y, Gilles. J'ai coupé ta vidéo, alors, logiquement. Effectivement, alors pour les spectateurs, je veux préciser que avant que la séance commence, Anthony m'a proposé de faire intervenir la traductrice du livre de Yudlamet Peretz pour parler de ce livre en particulier, mais en général pour parler de ce grand auteur yiddish de la fin du 19e siècle, qui mérite vraiment d'être connu. Donc, si certains d'entre vous ne le connaissent pas, à ce moment-là, on essaiera d'organiser quelque chose avec la traductrice qui s'appelle Batia Baum et qui est tout à fait pénétrante quand elle parle de ces sujets. Voilà. Qui est écrivain aussi, non? Non, c'est Batia Gour. Oui, non, Batia Gour, écrivaine israélienne. Non, Batia Baum, c'est vraiment une spécialiste traductrice du yiddish. Et merci à Yannick de nous montrer la couverture de Histoire des temps passés et à venir. Et là, pour tout vous dire, je suis en train de corriger les épreuves d'un livre qu'on va publier en janvier, qui est le deuxième livre de Jonathan Berg. On a déjà publié un roman de lui qui s'appelait « Donne-moi encore 5 minutes ». Et là, il s'agit d'un récit très, très intime et qui s'appelle « Quitter Psagot ». Jonathan Berg a grandi dans une colonie juive de Cisjordanie. Donc, ces colonies qui sont très décriées au niveau international, de colons juifs qui vont s'installer au milieu de l'autorité palestinienne. Et en fait, Jonathan est arrivé étant enfant dans cette colonie. Il a grandi et il l'a quitté pour aller rendre visite à sa mère parce que sa mère y habite toujours, mais à la fois idéologiquement et géographiquement, il a décidé que ce n'était pas le lieu où il pouvait faire sa vie. Et donc, c'est vraiment une vision vue de l'intérieur d'une colonie juive de Cisjordanie. Et c'est absolument passionnant parce que souvent, on a des formes très schématisées dans la presse notamment, ou dans des interviews qui durent 2 minutes. Et là, il va vraiment creuser le sujet et en montrer la complexité. Et c'est en même temps un texte extrêmement touchant parce que c'est un garçon
qui est poète lui-même, donc c'est assez poétique, mais c'est un garçon qui parle de ses paysages originels et de cette tragédie, de ce paradoxe, enfin de ce déchirement, de se dire qu'on ne peut pas vivre pour des questions politiques, pour des choix politiques, à l'endroit où on est né et auquel on est attaché, parce qu'en plus, les colonies juives de Cisjordanie, c'est des endroits avec des vues extraordinaires sur les montagnes de Judée. Enfin, c'est des paysages extraordinaires. Je ne vous parle pas de la question politique, mais d'un point de vue géographique, c'est vraiment des panoramas magnifiques. Et donc, ce texte, enfin, je l'avais lu en hébreu, et puis après, il a été traduit. Anne-Sophie a assuré l'édition. Et maintenant, je le redécouvre en français, puisque je lis les épreuves. Et c'est un texte magnifique. Ça sort aujourd'hui. Et on a hâte. Et pas de traces de Ludovic Herman Wanda, que j'attends avec impatience. Oui. Alors là, je redonne la parole à Anne-Sophie. Alors, Ludovic Herman Wanda vient à peine de nous livrer la fin de son deuxième manuscrit. Je dis à peine parce qu'en effet, ça devait être pour le mois d'août et puis ça a il a un petit peu de retard. Et donc, le livre sortira au mois de mars 2021. Et on est en train de travailler sur le titre, justement, puisque c'est une histoire très, très contemporaine, à la fois d'histoire intime et d'histoire plus qui concerne la société et je dirais d'histoire collective. Et donc, c'est à la fois la rage, la violence, l'amour, les relations entre les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les juifs, les pas juifs, enfin les noirs, les blancs, les juifs, les pas juifs, enfin tous les conflits de la société. La banlieue. La banlieue, absolument. Ramener surtout à des histoires personnelles, individuelles. Et donc, Et avec Ludovic, on est exactement dans le même cas que Sabile sur justement un deuxième roman qui ne traitera pas forcément de l'existence juive, mais voilà. Donc ça prouve bien que vous tenez parole et que vous suivez bien vos auteurs. C'est la preuve. Je peux raconter aussi une anecdote là-dessus, c'est que dans les dernières semaines, Anne-Sophie était en contact avec Ludovic Herman, elle recevait les chapitres, elle les lisait, puis au fur et à mesure qu'elle les lisait, elle me disait « J'adore, c'est trop bien, j'adore ». Enfin, elle le disait de manière beaucoup plus distinguée, parce qu'Anne-Sophie est beaucoup plus distinguée que ça. Et là, aujourd'hui, puisqu'il faut vraiment qu'on se décide sur le titre, j'ai dit à Anne-Sophie, envoie-moi le manuscrit, et puis je vais le lire. Donc, je peux découvrir et régale. Je ris à toutes les pages. On retrouve Ludovic Herman Wanda avec des formules qui lui sont vraiment, vraiment propres, quoi, et une langue formidable. Et vraiment, c'est un bonheur. On a véritablement très hâte de voir tous ces nouveaux ouvrages, mais aujourd'hui, c'était un plaisir de vous avoir, Sabile. Un véritable honneur. Merci infiniment. Merci infiniment de nous avoir consacré ce temps. Et merci évidemment à Anne-Sophie et Gilles, merveilleux éditeurs et qui sont toujours proches de leurs auteurs et ça fait plaisir à voir. Donc merci à tous. Merci à tous, ouais, c'était super. Et puis à bientôt. On en discutera avec Gilles et Anne-Sophie pour la prochaine rencontre avec la traductrice Batia et pour Peretz. Ce sera avec plaisir, hein, évidemment. Vous le savez, les traducteurs ont une part importante. Pardon, c'est Batia Baume. Batia Baume. Juste pour répondre. Très Batia bien. Baume. Très bien. Merci à tous. Merci. Une très belle soirée à vous. Merci. Et merci à vous encore. Merci. Au revoir tout le monde. Merci Sabile. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.